c'est un petit bras de mer qui enflamme la planète. Car il vaut cher. Chaque jour, 1,3 milliard de dollars y transitent. Bon, pas sous forme de cargaison de billets de banque, mais plutôt d'immenses cargos de pétrole et de gaz à destination du reste du monde. Donc à peu près 1/5 du pétrole, 1/5 du gaz naturel liquéfié qui passe par ce détroit. Depuis fin février, les frappes israélo-américaines en Iran, qui ont notamment tué le guide suprême Ali Khamenei, ont entraîné un blocage de cette étroite voie maritime appelée le détroit d'Ormuz. Et ça a des conséquences sur le monde entier. C'est un peu comme si on vous coupait la veine jugulaire. Ce n'est pas possible à long terme. Je suis Fleur Bourron, journaliste aux Échos, et aujourd'hui je vous explique pourquoi le blocage du détroit d'Ormuz pourrait coûter des milliards. Le détroit d'Ormuz est situé à un endroit ultra stratégique. C'est l'unique voie maritime qui relie le golfe Persique à l'océan Indien. Et il est impossible à contourner. Autrement dit, c'est la seule porte de sortie vers le large pour l'Irak et les pétromonarchies du Golfe que sont le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis. Donc à peu près 1/5 du pétrole, 1/5 du gaz naturel liquéfié qui passe par ce détroit. Hortense Goulard est journaliste aux Échos, spécialiste du pétrole et du gaz. La plupart des exportations de gaz et de pétrole qui passent par le détroit d'Ormuz vont plutôt en Asie, à peu près à 80%. Chaque jour, près de 20 millions de barils y transitent selon l'Agence internationale de l'énergie. C'est aussi par cette voie que les pays du Golfe importent des céréales, des pièces pour l'industrie ou encore des composants pharmaceutiques. On parle donc d'une artère vitale pour l'économie mondiale et pour l'économie régionale. Mais ce n'est pas seulement une question de pétrole et de gaz. Ce passage permet aussi aux autres pays d'accéder à leurs alliés arabes du Golfe pour des raisons diplomatiques et militaires. Les États-Unis ont par exemple une vingtaine de bases militaires dans les pays côtiers du Golfe Persique. On rappelle qu'on est dans une région très instable. Et si ce détroit est aussi stratégique, c'est qu'il est facile à verrouiller. Il est très étroit et peu profond. Les gros tankers n'entrent et ne sortent que par deux chenaux d'environ 3 km de large. Bref, c'est un goulet d'étranglement parfait. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran qui a riposté. Et son levier, eh bien, c'est ce détroit. Actuellement, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total de la marine de la République islamique. L'Iran ne peut pas militairement gagner cette guerre. Il n'est pas en position de force. Son armée est très insuffisante. Il n'a pas de défense antiaérienne, etc. Yves Bourdillon est journaliste spécialisé dans les questions internationales. Donc le seul moyen pour lui, c'est de faire très mal aux pays monarchies du Golfe. Tout ça pour que le pétrole flambe à des niveaux provoquant une récession mondiale qui obligerait effectivement les États-Unis peut-être à faire demi-tour. Mais c'est un pari à haut risque parce que dans ce cas-là, les États-Unis peuvent réagir militairement en frappant encore plus fort les ports iraniens. Les menaces de l'Iran ont incité les navires à faire demi-tour. Ce qu'ils risquent, si jamais ils s'aventurent quand même, c'est de recevoir des missiles ou des drones iraniens tirés depuis le rivage, puisque le détroit n'est pas très large, soit des commandos par des petits navires très rapides, difficiles à repérer. L'Iran en a à peu près 5000 qui pourraient venir à bord, lui tirer dessus avec un lance-roquette. Le troisième moyen de bloquer serait que tout simplement l'Iran mette des mines, ce qu'il n'a pratiquement jamais fait, sauf un peu pendant la guerre avec l'Irak. Dimanche 1er mars, un pétrolier a été touché au large des côtes omanaises. Le lendemain, un drone sous-marin en a attaqué un autre. Bon, on ne sait pas vraiment qui les a frappés, mais une chose est certaine, traverser Ormuz, c'est risqué. Résultat, au lendemain des premières frappes, seulement 3 tankers ont transité par Ormuz, loin de la cinquantaine de tankers quotidiens de juin 2025. Désormais, des dizaines de cargos ont donc jeté l'ancre à l'entrée du détroit. En regardant le site Marine Traffic, on peut voir tous les navires en train de stationner. C'est cette consigne qu'a par exemple envoyé l'armateur français CMA-CGM à ses navires. Tous les navires actuellement dans le Golfe ou en route vers le Golfe ont reçu instruction, avec effet immédiat, de se mettre à l'abri. Les navires attendent car ils n'ont aucune envie d'être attaqués. Mais surtout parce que les coûts des assurances ont explosé. Après les attaques, plusieurs assureurs ont résilié des contrats ou fortement augmenté leurs primes d'assurance, jusqu'à 50% pour les trajets dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Pour un navire d'une valeur de 100 millions de dollars, ça représenterait une augmentation de 250 000 à 375 000 dollars par voyage. C'est assez dissuasif. On a connu une situation similaire dans la guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 80. Il y avait eu des raids, des navires qui avaient été attaqués. Il y avait même eu aussi un navire américain qui avait été attaqué. Il y avait eu beaucoup de ripostes. Il y avait eu des mines qui avaient été posées, mais ils n'avaient jamais été fermés complètement. C'est une situation inédite dans la mesure où c'est la première fois qu'aucun pétrolier, sauf un Chinois et un Iranien, ne passe en 24 heures. Et ce blocage pourrait coûter cher pour tout le monde. Conséquence directe de la crise, les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche. Déjà, quand les États-Unis ont commencé à menacer l'Iran, quand ils ont commencé à amasser des bateaux militaires à proximité, ça a fait monter les prix du pétrole
jusqu'à peu près 73 $ du baril avant les frappes d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Quand des sites en Iran ont été frappés, c'est là que vraiment les prix du baril ont commencé à augmenter. Et certains experts pensent que ça pourrait monter encore plus haut, jusqu'à 100 $ du baril éventuellement. Au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il était par exemple monté jusqu'à 120 $. S'il y a 20 millions de barils de pétrole qui transitent par le détroit d'Ormuz, et que chaque baril de pétrole vaut entre 60 et 80, voire 100 $ du baril, c'est vraiment des enjeux économiques énormes. Et plus que ça, en fait, l'énergie, et donc en l'occurrence le pétrole et le gaz, ça sous-tend toute la production économique mondiale. En fait, vous pouvez pas faire tourner des usines sans énergie, vous pouvez pas vous chauffer, vous pouvez pas vous déplacer. Le gaz n'a pas été épargné. On a observé une réaction encore plus forte sur les marchés du gaz que sur les marchés du pétrole, notamment en Europe, où le prix d'un mégawattheure de gaz, donc c'est un contrat à terme, donc livraison dans un mois aux Pays-Bas, qui est passé de 32 € du mégawattheure à peu près avant cette crise, à 58 € du mégawattheure. Donc on voit que ça a vraiment explosé. Cette hausse, c'est pas simplement parce que les cargaisons ne passent plus. Des bombardements iraniens ont aussi mis à l'arrêt des infrastructures de gaz et de pétrole au Qatar et en Arabie Saoudite. Bon, mais alors, est-ce que c'est un choc pétrolier? Les économistes définissent un choc pétrolier comme une hausse des prix du baril de pétrole qui provoque un ralentissement conséquent de l'économie mondiale. Ça dépend vraiment de combien de temps le détroit reste bloqué. Donc si c'est relativement court, les prix vont de nouveau redescendre, les marchés vont se détendre. Si ça reste bloqué pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, là on pourrait faire face à une crise économique d'une grande ampleur. Pour compenser, les pays de l'OPEP+, ont annoncé une augmentation de leur production à 206 000 barils par jour pour le mois d'avril. Les pays de l'OCDE, dont la France, ont aussi des stocks de pétrole qui leur permettent de tenir. L'Agence internationale de l'énergie recommande de détenir l'équivalent de 90 jours d'importation nette de pétrole. Mais pour le gaz, c'est un peu plus tendu. Il faut savoir que les stockages de gaz sont particulièrement bas à cette période de l'année. Sur tout le continent européen, on est à moins de 30% de stockage de gaz, donc ce qui est à peu près le même niveau qu'au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Parce que craignent les experts, si jamais le détroit d'Ormuz reste longtemps bloqué, c'est qu'il y a une espèce de guerre des prix entre l'Europe et l'Asie pour essayer d'attirer le gaz sur leur continent, et qui pourrait faire énormément monter les prix du gaz et peut-être provoquer une crise économique. Et c'est inquiétant car le détroit d'Ormuz ne peut être qu'en partie contourné. L'Arabie Saoudite a un oléoduc d'est en ouest pour acheminer son pétrole vers un port sur la mer Rouge. Mais la capacité de ce pipeline ne dépasse pas 5 millions de barils. Et les armateurs craignent aussi la reprise des attaques des rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Les Émirats arabes unis ont aussi un oléoduc qui achemine son pétrole dans le golfe d'Oman. Mais seulement 2,6 millions de barils par jour de capacité inutilisée des oléoducs existants pourraient être utilisés. Et tout ça, ça a des conséquences très concrètes. De l'essence plus chère bien sûr et une facture de gaz plus élevée. Mais il y a d'autres impacts auxquels on ne pense pas forcément. La hausse du coût des engrais par exemple, en grande partie fabriqués à partir de pétrole et de gaz. Ou encore la production de polyéthylène, c'est l'un des plastiques les plus produits au monde. Le Moyen-Orient fournit 15% de la production mondiale et la majorité de la production dépend du détroit d'Ormuz. Beaucoup d'autres marchandises y transitent aussi, comme les engrais ou le méthanol. Le commerce régional est lui aussi menacé. Le détroit permet aux marchandises d'arriver au port de Jebel Ali à Dubaï. C'est le 10e port mondial de conteneurs et une plateforme clé pour redistribuer des marchandises vers l'Afrique de l'Est ou l'Inde. Bon, maintenant, une grande question se pose. Les navires pourraient être escortés par des navires militaires. C'est l'option envisagée par les États-Unis qui déploient depuis longtemps leur 5e flotte basée à Bahreïn. La France veut aussi monter une coalition pour sécuriser le trafic maritime au Moyen-Orient. En 2024, en mer Rouge, pour faire face aux attaques des rebelles Houthis, 68 navires marchands avaient été escortés par des flottes militaires européennes. La Chine, qui importe la moitié de son pétrole du Golfe Persique, pourrait aussi faire pression sur les États-Unis pour qu'une solution soit trouvée rapidement. La Chine ne peut pas se permettre de se laisser étrangler, même par un pays allié. Et pour finir, les élections de mi-mandat aux États-Unis sont dans quelques mois. Et Trump aurait aussi intérêt à mettre fin rapidement au conflit pour des raisons de politique intérieure. La majorité des Américains désapprouvent cette opération pour X raisons, qui sont les pertes en vie humaine, qui sont la crainte de voir le tarif de l'essence flamber, qui ne comprennent pas bien les enjeux. Rappelons que c'est à peu près ce qui a flingué la présidence de Jimmy Carter quand les Américains faisaient la queue à la pompe de crainte de voir les prix flamber lors du deuxième choc pétrolier en 1980. Donc il doit en tenir compte et c'est pour ça qu'il doit résoudre ce problème rapidement, quitte à monter en puissance sur le plan militaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, c'est important pour notre travail et dites-nous en commentaire si vous avez d'autres envies de sujets.